Bonjour Sophie. Bonjour. Donc bienvenue à Espionnage industriel. Nous sommes deux réalisateurs. Nous nous intéressons à la façon dont les films sont fabriqués. Mhm. Tu es ici aujourd'hui pour parler de ton dernier long métrage, Voyage en Italie, que tu as coécrit, réalisé, interprété, monté, produit et qu'on a beaucoup aimé. Et on est donc très heureux de te parler de tout ça avec toi, surtout que ça n'a pas été très facile de trouver un créneau. Non, c'est vrai. Bonjour Sophie, on s'est parlé rapidement hier soir. Bravo encore pour le film que j'ai adoré. On aimerait beaucoup en faire un avec vous. Ce lundi par exemple. Oui, je vais regarder, je te dis demain. Hello. Tu aurais un La créneau semaine mardi prochaine, matin, ça, c'est parfait. Mercredi, mardi, Hello. 11h30, Finalement, vendredi 7 avril, nous arrangerait beaucoup. Bienvenue Lumière. On y est arrivé. Bonne soirée. Presque aussi compliqué que de choisir entre l'Italie et l'Espagne. Pour commencer, on voulait parler de ton processus de tournage, parce qu'il est atypique, c'est quelque chose que tu as vraiment inventé et qui rend ton film immédiatement reconnaissable. On voit tout de suite que c'est un film de toi. Et aussi parce que tu exposes ce processus dans ton film. On voit le couple parler au lit de ses souvenirs de voyage et les enregistrer. Donc voilà, on voulait que tu nous expliques un peu ton processus d'écriture et de tournage. C'est vrai que moi, j'écris jamais des dialogues comme ça que j'invente toute seule dans ma tête. Je prends toujours la matière sonore. Alors, soit une matière sonore que j'avais déjà, donc ça, c'était des films plus anciens. Ou alors maintenant, c'est vrai que je la fabrique toujours pour faire le film derrière. Donc là, il y a deux sortes de matières sonores. La première, c'est en effet le récit du voyage qui a été fait un peu à la façon d'un bloc-notes juste après le vrai voyage, parce que c'est inspiré d'un vrai voyage. Donc ça, c'est l'enregistrement où on est dans le lit, où on se raconte tout dans les moindres détails, mais qui n'était pas forcément quelque chose que j'avais enregistré pour m'en servir dans le film. Mais bon, en tout cas, j'avais cet enregistrement qui doit durer 2-3 heures, je pense. Et puis, il y a d'autres formes d'enregistrement qui sont les enregistrements des répétitions, c'est-à-dire tous les autres dialogues du film ont été faits avec des répétitions comme ça autour d'une table de toutes les situations du film. Et tous ces montages, que ce soit les montages des répétitions ou le montage de la bande-son du récit du voyage, ont été montés sur un logiciel de montage son, et après dans des oreillettes qu'on avait avec Philippe en permanence. Et donc, quand tu dis que tu faisais des répétitions, en fait, c'est ta façon de travailler avec tes co-scénaristes déjà ? En fait, toutes les scènes ont été répétées et improvisées en amont pour nourrir mes dialogues. Des fois, elles étaient filmées quand elles étaient dans les vrais lieux, parce que des fois, elles étaient quand même dans les vrais lieux. Par exemple, avec Mao, que je croise dans la rue au début du film, on a fait la répétition vraiment dans le lieu du tournage. Donc moi, il y a une autre étape d'écriture qui est aussi une étape de repérage, de storyboard, etc. C'est je fais le film une première fois. Donc soit j'ai des images et ces images sont directement issues de la répétition. Donc par exemple avec Mao, on avait filmé cette répète que j'avais montée. Et sinon, par exemple pour l'Italie, on avait fait toutes les répètes à Paris. Et une fois que j'avais tout écrit, on était parti en Italie avec François et Laetitia avec qui je travaille et on avait fait tous les plans du film que j'avais monté. Donc en fait, j'avais monté une première fois le film en entier. Et ça, c'est la dernière partie de l'écriture. Donc, moi, ça me permet de resserrer. Et puis c'est un super document de tournage, en fait, de préparation pour toute l'équipe. Et juste pour continuer là-dessus, à quel point le film final ressemble à ce document de travail ? Alors, je ne l'ai pas revu, le document de travail. D'ailleurs, on s'était dit qu'il fallait qu'on le re-regarde. Dans ma tête, il y ressemble en fait, mais au niveau du son, par exemple, c'est complètement inutilisable. Et puis des fois, c'est moi qui fais moi, des fois c'est François qui fait moi, et moi je filme, des fois c'est Laetitia qui fait moi, et François est dans le lit avec elle, et ils font du playback sur la bande-son. Des fois, c'est ma fille qui fait moi dans une voiture. Enfin, en fait... Ça donne envie de voir ce film, quand même. Ah je pense que c'est du délire. C'est du délire et ça dure 3h15. Je l'avais envoyé à Philippe et il avait halluciné, je crois.
C'est marrant parce que le film, donc, quand tu le regardes comme ça, il y a une facture, ça fait bricoler, ça fait un peu fait main, ça fait film de voyage, etc. Et en fait, on sent bien que, évidemment, derrière, il y a beaucoup de travail. On sent bien qu'il y a de la structure. On va parler, par exemple, de la structure générale qui est un peu en 3 parties. Il y a avant le voyage, pendant le voyage, puis après, on se raconte le voyage. Est-ce que ça a été... Tu l'as pensé comme ça depuis le début? Comment c'est arrivé? Par exemple, est-ce qu'il y a eu des versions où cette scène où vous racontez à la fin, est-ce que c'était en parallèle pendant tout le film, par exemple? Ouais, tout à fait. Donc, on l'a tourné en entier, d'ailleurs. Et au montage, déjà, j'avais pas envie de faire un film long, parce que voilà, je voulais que ça reste quand même assez vif. Et c'est vrai que ça tenait pas sur la durée. Enfin, moi, je trouvais que ça tenait pas sur la durée. Et à un moment, je me suis dit, tiens, si j'essayais un truc carrément radical, bon, ça faisait un peu mal au cœur parce que, voilà, on l'avait construit comme ça. Puis, il y avait plein de raccords qui étaient super, en fait. Il y avait plein de blagues avec des raccords qui avaient pu et qu'il fallait abandonner. Mais vraiment, je me suis dit, c'est vraiment mieux. Et puis... d'un coup, comment ça se retourne, comment on se dit ah oui, c'est dur d'être en couple, mais ouais, peut-être qu'il ferait mieux de se séparer, il y a peut-être plus d'amour, pourquoi est-ce qu'il s'accroche comme ça? Puis d'un coup, c'est vrai que ça arrive comme ça vers la fin, ça se retourne, on se dit bah si en fait, enfin il y a quelque chose du lien conjugal et de l'amour qui est vraiment dans cette scène-là, quoi. Et que j'avais senti dès le début, dès que j'ai écouté les enregistrements en fait pour écrire. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix. Ça crée une narration dans le film, parce que sinon ce couple, il y a presque pas d'histoire en fait. Il est pas changé entre le début du film et la fin du film, c'est le même couple. Ouais. Et c'est juste nous, comme spectateurs, notre regard sur le couple qui a changé et on s'aperçoit que la tendresse a toujours été là, il y a quelque chose... il y a quelque chose qui fonctionne bien, quoi. Après, c'est vrai que... Moi, j'envisage rarement mes scénarios, les films que j'ai envie de faire, comme des trajectoires, ou comme des... Très clairement, ça se voit. Ouais, mais je devrais peut-être. Non. Et donc, c'est vrai que même à un moment, je me suis dit, il y avait une scène d'engueulade, parce que en fait, en vrai, dans la vie, on s'engueule. Quand on s'engueule plus que dans le film. Mais je trouvais ça marrant qu'à un moment, ils disent oh là là, alors là et là dans le bateau, on s'est engueulé, alors qu'on s'engueule pas tant que ça. C'est pas non plus un truc de dingue. Et si on s'était mis vraiment à s'engueuler, ça voudrait dire il se passe un événement et il faut que ce soit résolu. Donc après, il y a du suspense, savoir est-ce qu'ils vont se réconcilier, etc. Et je me suis dit, il ne faut pas que je rentre là-dedans, mais à aucun moment. Après, il y a quand même un événement qui est la raison de ce voyage et quasiment le sujet du film, c'est est-ce qu'ils vont coucher ensemble en Italie ou pas? Donc c'est un peu la seule question qu'on se pose dans le film. Mais bon, c'est une question importante. Le film a une forme très libre. Dans la première partie du film, ton personnage, Sophie aussi, appelle son frère, ses amis, et il y a des séquences, tu te retrouves en Bretagne, en Suisse, on a l'impression comme ça d'une caméra très légère, très libre, qui peut aller n'importe où, quoi. Ouais. Et on voulait savoir comment tu as fait en termes de production, c'est-à-dire comment tu as fait le budget que tu avais. On sait que tu as ta propre structure, donc tu as dû, j'imagine, mettre l'argent pour avoir un maximum de liberté. Donc comment tu as géré le nombre de jours de tournage, comment tu as organisé ça? Oui, par exemple, le plan de mon frère en Bretagne. Il vit en Bretagne, en fait, mon frère, déjà. Ça sent le week-end en Bretagne, en fait, ce plan, quand même. Ouais. Où t'allais voir ton frère. Oui, en fait, j'étais en vacances avec mes enfants chez mon frère. Et on a fait la fameuse répète. Donc, moi, je suis là. Alors, oui, j'avais... Bon, c'est une petite caméra, c'est une petite Sony, genre une PD150, mais c'est un nouveau modèle. Et donc, on faisait la répète, et moi, je le filmais, puis moi, je faisais, au téléphone, mais en filmant, comme ça. Et je crois qu'il y a un des 2 plans, c'est ça.
Et alors ça, c'était compliqué parce que j'ai fait la répète, elle était bien. Et puis en fait, il y avait un problème, je sais plus c'était quoi le problème. Oui, parce que j'avais acheté un espèce de bras. Non, alors c'est quoi? Oui, un bras pour mettre le téléphone dedans. Et ça bouge pas et on peut faire des espèces de travelling là. Bon, bref, donc j'étais complètement dingue avec ce truc. Et donc j'ai fait plein de plans comme ça. Puis je les montre à Laetitia avec qui je travaille. Puis elle me dit mais c'est horrible, on dirait Game of Thrones, mais c'est monstrueux et tout. Et donc elle m'a complètement cassé mon trip de mon petit truc là. Ouais. Et donc, comme ça lui plaisait pas, je vais voir mon frère assez souvent, en fait. Donc, quand j'ai été retournée voir mon frère, j'avais pris la caméra du film, parce que j'en avais acheté une des deux, en fait. Parce qu'il y avait 2 caméras, c'était tourné à 2 caméras. En général, hein. Mais pas mon frère. Parce que mon frère, pour des raisons budgétaires, personne n'est venu avec moi. J'ai fait tout toute seule. Mais si tu peux préciser le nombre de jours de tournage, de semaines de tournage, parce que dans le film, j'ai l'impression que ton temps de tournage, c'est presque du temps de vie aussi, quoi. Il n'y a pas, Oui. y a pas un truc la norme des tournages professionnels, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'assez violent, c'est le boulot, c'est le PAT, tout ça. Enfin, j'imagine que de toute façon, il y a une organisation pour toi aussi, mais j'ai l'impression que pour toi, il y a quelque chose qui est plus dans le temps de la vie, quoi, de plus... Ah oui. Ouais. Pas de Oui. rupture, en fait. Non. Bon, après, quand même, on va se coucher un moment, mais c'est vrai que, par exemple, en Italie... Commence bien. En Italie, on est parti 8 jours en Italie et on a commencé à tourner. On s'est donné rendez-vous Gare du Nord, en fait. On a pris le RER pour aller à l'aéroport. On a commencé à tourner Gare du Nord. Donc, on était en tenue, avec nos valises, avec Philippe et tout, et puis c'était parti, quoi. Et il y avait des scènes dans le RER, il y avait des scènes à l'aéroport. Il y a plein de trucs qui ont été coupés, hein, sinon le film, il faisait 4 heures. Mais tout était... En fait, c'est comme si... En plus, on avait l'oreillette. Donc, c'est comme si on faisait une performance, avec un texte, mais dans des actions réelles, genre prendre l'avion, prendre un bateau, louer une bagnole, acheter des cannolis, bouffer des cannolis, enfin tout ça, en temps réel. Quasiment en temps réel. Enfin bon, peut-être... oui, c'est vrai qu'il y a des choses quand même... Je pense que c'est 4 jours dans l'histoire, on est parti 8 jours, ouais. Donc, mais par exemple, il n'y a pas de journée off. Mais c'est fait exprès. Donc ça ne peut pas durer plus longtemps parce qu'on ne tiendrait pas. Puis bon, quand même, là, on me dirait, là, t'abuses. Donc c'était le temps maximum pour tourner de 8h à minuit tous les jours. Voilà. On tourne quand on mange, on tourne... quand on se baigne. C'est marrant parce qu'il y a un côté, donc on savait pas que le film était tourné à 2 caméras. Ouais. On oublie la scène du lit de la fin évidemment, mais il y a un côté. Là, il n'y avait qu'une caméra. C'est une caméra 35. Oui, voilà. Tout ça, là pour le coup, ça se voit. Mais les 2 caméras. Ouais, le film, il y a un côté film de vacances, assumé évidemment, mais et il y a aussi, et c'est marrant, il y a des scènes qui font découpage très fiction en fait quand tu regardes mieux, par exemple autour du stand. Je crois que c'est quand il y a la mariée qui passe derrière et tout. À ce moment-là, à part les plans sur la mariée qui ont, j'imagine, été improvisés parce que elle passait, c'était super. Mais c'est vrai qu'il y a en gros un master de chaque côté en champ contre champ, puis ensuite il y a un gros plan de chaque côté en champ contre champ. Donc on sent bien qu'il y a eu un... Oui. On a fait plusieurs fois la prise comme sur un tournage entre guillemets normal, en disant on se rapproche probablement progressivement ou je sais pas. Mais donc tu tournes à 2 caméras. Là c'était la première fois. Hein. Et comment ça se passe alors? Comment tu t'organises avec 2 caméras? Que font les 2 caméras en même temps? L'idée. Alors le truc qui était compliqué, c'est que dans ma maquette, il y avait beaucoup de plans frontaux et assez larges. Et voilà, et à un moment, en discutant avec le chef-op, on s'est dit, tiens, pourquoi on ne tournerait pas à 2 caméras? Alors, c'est vrai qu'au départ, l'idée, c'était plutôt une caméra pour ces plans-là, enfin, pour les plans master, un peu, les petits... C'était des souvenirs, donc les petits personnages qui se baladent dans la carte postale et tout ça.
Et puis en fait, dans la pratique, très vite, ça s'est installé en chant contre chant, quoi, ou qu'on puisse monter en fait pour une continuité ces scènes-là et qu'on sente parfois même pas qu'il y ait 2 caméras. Et là, j'ai utilisé à fond le multicam en montage, j'avoue. J'ai découvert le multicam et c'est absolument dingue, quoi. Voilà. Et donc c'est assez puissant et même parfois je faisais presque du montage aléatoire, quoi. Je regardais le truc, puis des fois j'appuyais parce qu'on appuie comme ça, puis on change de caméra et ça crée des raccords. Et c'est assez beau parce qu'on ne sait pas quel raccord on va avoir derrière. Et ça, j'ai vachement aimé. Bon, après, j'ajustais, bien sûr, hein, mais c'est un rapport très, très musical aussi au raccord parce qu'on est dans la conversation, dans le rythme des dialogues que je connaissais par cœur parce que c'était exactement les dialogues, la bande-son, machin. Mais du coup, j'appuyais comme ça et je montais le raccord en rythme. Et ça va aussi avec les zooms, j'ai l'impression. Ouais. Les zooms ils étaient prévus. En fait, la plupart des zooms, c'était des zooms que j'avais fait dans la maquette. Ça, c'était une idée fixe depuis le début, ces zooms. Moi, ça me fait penser à Aung San Suu. Et il y a quelque chose comme chez lui de... je sais pas, quand tu manges... quand tu bois la citronnade et qu'on se rapproche fort, il y a un truc de garder le temps, de pas couper et de se rapprocher, de montrer qu'on se rapproche, de le sentir physiquement, en fait. Un truc de sentir la matière, que je retrouve aussi chez Aung San Suu. Et quelquefois un truc de rythme, comme dans la séquence où on te file le guide du routard. Ton ami allait avec son ex et tu bloques un peu et la caméra bloque physiquement aussi, un petit mouvement de recul. J'ai l'impression que ça fait partie du rythme comme ton montage, en fait. Ouais, carrément. Et des fois, c'est pour ça que... Parce que souvent, c'est des zooms qui étaient au répète, qui étaient dans la fameuse maquette, et que j'ai trouvé bien, et donc je les ai mis. Et des fois, j'ai même choisi des dialogues parce qu'il y avait ce zoom et que ça allait avec, quoi. En fait, c'est le package global qui me plaisait. Donc peut-être que ce petit moment où je fais « Ah bon ?» Et puis avec le zoom, je sais pas, c'est la simultanéité de tout, en fait, qui me plaisait et que j'ai recréé derrière. Il y a un truc physique qui se passe, quoi, pour le moi, spectateur. De toute façon, c'est assez physique, même comment je travaille et comment je monte. Il y a un truc un peu de... C'est assez sensoriel, en fait. C'est pas... La partie intellectuelle, elle est plutôt plus tard. Elle est au moment où je construis vraiment le montage, où je fais des choix. Mais sinon, la première phase, c'est quand même une phase très sensitive et intuitive. Et, voilà. Alors, on va passer complètement à autre chose. C'est ton générique d'ouverture. Ah ouais. Alors, tu fais toujours des super génériques d'ouverture. Merci, parce que j'ai bien galéré encore pour ceux. Et ben voilà, tu vas nous en parler. On a... Ouais. Très souvent, tu fais des génériques d'ouverture qui ont l'air très simples, où il y a une idée très simple, très épurée, et qui ont l'air de qui finalement contiennent au moins tout un pan du film, au moins des idées maîtresses du film à chaque fois. Donc là, cette fois-ci, ce sont des photos de couple en Italie. Ouais. Sur lesquelles la caméra se balade un peu. Il y a des panoramiques au bas, à droite-gauche. Est-ce que tu peux nous en parler ? Comment t'es venue l'idée ? Comment tu l'as conçue ? Comment ça a changé au cours du temps ? Ouais. En fait, c'est arrivé un peu en fin de parcours. Alors, c'est peut-être à cause du volet 2. Dans le volet 2, il y a un diaporama iPhone qui est hyper important. Donc, le volet 2, j'en parle rapidement, c'est les vacances avec les enfants, mais c'est ma fille qui raconte... Pardon, je regarde si ma mère, ça va. Ouais. Donc, c'est ma fille qui raconte... toutes les vacances au fur et à mesure des vacances. Et à la fin des vacances, elle fait un espèce de diaporama comme ça. Et moi, ça me fait un effet bœuf, en fait, ces diaporamas de photos. Les diaporamas, comment dire, c'est des ordinateurs qui font ça. Oui, les trucs automatiques que propose Apple. Parce qu'il y a des zooms, il y a la musique et tout. Alors moi, je me mets à chialer, mais alors direct. Ce qui est bouleversant, c'est que
On sent le bonheur qu'il y a dans ces photos. C'est le résultat de tous ces efforts qui ont été mis en place pour essayer de vivre un truc à 2 ou à 4. Enfin, à 4 quand on est une famille, ce qui est encore plus compliqué. Et en fait, c'est que des galères, quoi. Et le moment où on prend la photo, c'est le moment où on se dit « Ah bah tiens, alors là, c'est pour ça qu'on est parti, c'est ça qu'on voulait, on va prendre cette photo. » Et on est vraiment content quand on prend la photo parce que c'est ce qu'on cherchait. Et après, je me suis dit, je vais passer une annonce sur des réseaux. Je vais demander, alors, est-ce que des gens peuvent m'envoyer des photos de vacances en Italie? Et là, c'est des gens, pour la plupart, inconnus, hein, que je ne connais pas, hein, voilà, qui m'ont envoyé des photos. Donc c'était super. Et donc je les ai mis dans un... Alors après, le truc, c'est que quelqu'un qui travaillerait de façon plus pro, entre guillemets, serait allé chez un mec enfin même une boîte qui fait des génériques, qui aurait tout fait sur After et tout. Moi, c'est vrai qu'au départ, je prends les photos, je les mets dans un truc iPhone. Enfin bon, il y a tout un truc après. C'est une usine à gaz, en fait. J'ai besoin de passer par plein d'étapes. Comme quelqu'un qui ferait un brouillon, puis après qui chercherait aussi des méthodes pour faire les choses et tout. Enfin, c'est que des galères, parce qu'en plus, j'ai pas de thunes, donc tout le monde bosse à moitié gratos. Donc ça me fait vachement plaisir qu'on m'en parle, parce que des fois, je me disais, en gros, on me disait, mais tu te noies dans un verre d'eau. Mais non, pas du tout. En fait, c'est important. Je savais que c'était important. Et pareil pour le générique de fin. Là, je me suis bien pris le chou. Enfin, je me prends le chou autant que pour une scène du film, en fait. Voilà. Ok. Non, merci. Non, mais ça aurait été évidemment très très dommage qu'il soit pas là, quoi. En plus, il donne un ton au début du film. Ça fait partie et du film, en fait. Il fait réfléchir à plein de choses. En plus. Ouais, carrément. Ouais. Bah oui. Moi, je trouve que c'est comme une scène du film. C'était ma conclusion. Ouais, je suis assez d'accord. Et non, j'ajoute que c'est drôle aussi. Oui. Non, puis que c'est l'occasion. Avec la typo, Oui, et sûr. ça finit sur la bite de la statue. Un des fameux points bits du film. Un des fameux. Ouais. Non, puis en plus, si je peux rajouter un truc, parce que moi, je pense que là où je kiffe de travailler sur les génériques, c'est que comme moi, je viens pas... Enfin, j'ai fait des arts plastiques, etc., c'est les séquences où finalement je suis le plus libre aussi. Par exemple, le générique de fin, voilà, il n'y a pas d'injonction, de narration, de personnage, de machin. Enfin voilà, c'est pas de l'art vidéo, mais voilà, il y a un truc un peu où j'ai cette liberté-là, quoi. Oui, à la fois mais j'y pensais pendant que tu t'en parlais, à la fois dans la créativité de la chose, mais même un peu dans l'artisanat, non? Parce que la façon dont on parle, c'est pour le coup, c'est vraiment fait main, bricolé dans son coin, et je pensais à tes arts plastiques justement, en fait, que tu venais de là. Mais je pense que j'ai vachement de plaisir à être dans la matière et à faire ça, ouais, je pense que ça me rappelle, parce que avant d'être aux Arts Déco en vidéo, je faisais du textile à Duperré, donc j'étais vraiment dans la matière, la couleur, la peinture, le tissu, donc il y a un rapport comme ça très concret, quoi, aux choses, et ouais. Et c'est peut-être pour ça aussi que tu exposes même ton travail sur la matière dans la dernière partie. Ah ouais, je pense aussi. Il y a un plaisir de ça, quoi. Ouais, voilà. Tu joues toi-même dans le film? Alors là, je suis dans la matière. Là, pour le coup, je peux... Moi qui aime être dans la matière. Mais je pense qu'il y a un truc enfantin. Hein. C'est comme quand on est enfant, puis on est au milieu des crayons de couleur, on a les mains dans la peinture et tout. Ouais, je pense que c'est peut-être ça aussi qui me plaît. Donc c'est vrai que quand on est dans le plan, on a un rapport à la mise en scène qui est... Enfin moi je sais que ça me... Dans les coquillettes par exemple, j'avais adoré, enfin même dans le marin, hein, avoir l'impression de diriger de l'intérieur du plan, c'est quand même assez génial. C'est ça, on a l'impression que tu diriges de l'intérieur. Dans le plan citronnade, c'est toi qui dis non, on fait durer le plan, dans un sens, en tant que personnage, en tant que réal. Ouais. Et même dans la séquence où tu conduis et t'enlèves les lunettes, tu les remets. Ah bah oui. Et là, du coup, il y a un truc où tu fais le montage, voilà. c'est toi qui le fais, quoi, comme réal et comme... Ouais, c'est une façon de diriger en faisant, et c'est...
Et peut-être Ouais, même c'est dans ton hyper rapport agréable. aux comédiens, enfin non, Ouais. aux non-acteurs que tu rencontres Ah et bah qui oui. font partie de ton voyage. Oui, parce que du coup, je peux les diriger directement en jouant. Et puis, non, puis il y avait d'autres raisons aussi. C'est vrai que je voulais pas d'une actrice qui voulait se maquiller, je voulais pas d'une actrice qui voulait mettre en valeur. Enfin, je raconte quand même un truc sur le corps, le corps de l'autre dans le couple, en fait, quand il devient quelque chose de. Un corps ami, quoi, quasiment. Enfin, c'est un lien familial aussi, et donc il fallait pas se tenir, enfin il fallait pas sexualiser son corps. Et en fait, je pense que pour une actrice, ça peut être assez compliqué, ça. Moi, je me suis dit, je pense que j'aurais pas de problème avec ça. Je pourrais me demander ce que je veux. La scène d'amour, bon bah voilà, je l'ai faite. Enfin voilà, il y a un truc comme ça où c'était plus simple aussi que ce soit moi qui joue. Genre, voilà, j'ai pas à demander à ce qu'on m'enlève des trucs en post-prod, dire non, mais là tu. En plus, c'est toi qui devrais le faire, donc ça serait hyper compliqué. Ah oui, ça je sais pas le faire et ça coûte très cher. Donc non, ça c'est sûr. Et puis c'est vrai que bon, toutes les impros et la bande son primitive de ce récit dans le livre, c'était quand même ma voix, quoi. Puis je connaissais tout déjà par cœur et tout. Enfin, c'était tellement plus simple. On reviendra sur les corps et un peu le rapport à la crudité après, mais pour continuer sur la direction d'acteur. Ouais. Donc voilà, t'es dedans, tu diriges de l'intérieur, tu joues avec des non-acteurs, Ouais. avec un chanteur, Ouais. à l'oreillette. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment tu travailles la direction d'acteur? Comment tu diriges Catherine, un non-acteur? Comment ça se passe? Bah, Catherine, franchement, il était super. Tous les sous-textes, tous les petits détails, en fait, il captait tout. J'avais pas besoin de lui dire. Voilà, quand il dit « je suis stressée » que le poulet, il tient le poulet comme ça à l'endroit de son entrejambe et qu'il y a ce bout blanc de poulet mort, là, comme ça. Enfin, j'ai pas besoin de lui expliquer. Et peut-être tu parlais de musicalité tout à l'heure, Ouais. et ça aussi chez lui, non? Parce Ouais. que par exemple, il y a une maîtrise de la voix. Alors je sais Ouais. pas si c'est des accidents parfois et tout, mais quand il a sa voix qui part dans les aigus, quand il revient en courant parce que le téléphone sonne de la plage, Oui. il dit 2 fois la même chose, la deuxième fois, je crois, la voix part dans les aigus comme si c'était cassé. Ouais. Et c'est ça qui est super, c'est ça Ouais. qui marche. Ouais. Et ça, ça c'est préparé, ça lui vient comme ça parce que c'est Catherine et du coup c'est drôle et du coup tu Bah. le gardes ou... Non, je peux donner des fois des indications quand même. Dans ce cas-là, je sais pas si... Ouais, je crois. Je sais plus, j'avoue, je me souviens plus. Mais mais en fait, j'en ai donné assez peu. Puis il avait quand même un guide. Enfin, il avait quand même la voix de Jean-Christophe dans l'oreille. Donc c'est vrai que c'était un super exercice pour lui parce que à la fois je lui demandais d'être naturel et en même temps c'était pas sa voix. Donc voilà. Et par exemple, une fois, je sais plus, Laetitia, elle avait enregistré quelques phrases qu'on n'entendait pas dans les bandes son que j'avais faites. Et quand c'était moi qui les avais dans l'oreille, je me mettais à parler comme elle, en fait. Donc on est très poreux, en fait, par rapport à ça. On est très... Mais d'ailleurs, après, la technique du perroquet, c'est aussi un truc qui est vachement utilisé. Hein. Par exemple, dans les films de Godard, ce qui est hyper beau, c'est qu'on a l'impression que tout le monde parle comme Godard. Et en fait, je pense parce qu'il disait les phrases, il dit « Non, mais tu dis ça ». Et puis les acteurs répétaient, et c'est hyper beau. Et avec les non-acteurs, du coup? Et avec les non-acteurs, ça se passe très bien. Oui, c'est vrai que j'ai travaillé avec eux depuis longtemps, et quelque part, je suis presque plus à l'aise pour les faire travailler. L'idée, c'est toujours la même chose, hein, c'est de prendre des phrases qu'ils ont dit eux spontanément lors de répétitions, de les monter et de leur demander de les redire. Donc c'est pas un texte, c'est pas comme si je donnais un texte écrit dans ma tête comme ça à un non-comédien. C'est des mots qu'ils utilisent, c'est leur façon de parler. Souvent il y a un témoin aussi sonore qui leur permet de
d'apprendre la phrase un peu comme une chanson. Donc, il n'y a pas de... Enfin, je dis pas, c'est pas facile, hein, mais moi, je n'invente rien. De toute façon, enfin, je monte, en fait, ma matière. Je l'organise, je la compose, je crée un rythme différent. Des fois, je fais des silences plus longs, des fois, je fais des superpositions. Enfin, mais les mots, les phrases, c'est des petites briques, en fait, que j'agence et que je compose le truc. Et puis, voilà. Par exemple, ce qui est drôle, c'est le mec... il fait très chaud, là, le mec des moustiques. Donc, on était venus en amont avec Laetitia et François faire cette fameuse maquette. Et là, je dis, il faut qu'on trouve un veilleur de nuit. Mais on a enregistré en secret, avec un téléphone, on a filmé en secret, le veilleur de nuit, mais on ne savait pas sur qui on allait tomber. Et on l'a trouvé trop drôle. Et donc, il y a beaucoup de show, tout ça, c'était ce qu'il nous a dit à Laetitia et à moi. Et en plus, ce qui était drôle, c'est comme on était juste moi, Laetitia et François, tous les endroits où on allait, on disait « Ouais, on prépare un tournage ». Tout le monde pensait que c'était un film porno. Non, mais c'était trop drôle. Parce qu'en plus, François, comme il est très musclé, c'est le mec qui m'aide à descendre le volcan. Enfin bon, c'était vraiment... parce qu'on disait, on va surtout filmer dans les chambres. Donc bon, bref. Donc le mec, il nous dit oui. Il nous dit... donc les dialogues pour les moustiques. Et donc moi, je reprends tout ça après. Je monte tout ça. Puis quand on est revenu, je lui ai envoyé quand même le scénario. Et il a fait la scène... Je pense que tu peux enchaîner sur la crudité du film. Puisqu'on y est. Oui, puisqu'on est dans le porno. Il y a un aspect très cru, souvent de ton cinéma, mais de ce film-là notamment. On monte tout directement, les choses, que ce soit les sites touristiques qui sont pas en mode idéalisé, carte postale, les corps, évidemment, on maquille pas, on monte tous les détails des corps, on n'est vraiment pas là pour les mettre en valeur, faire des corps de cinéma, c'est vraiment, on montre la réalité. Tu parlais de faire des corps amis tout à l'heure, donc c'est vraiment, il y a une intimité. Ouais. Avec tout ça. On voit des sexes masculins un peu partout. Il y a, comme souvent chez toi, une femme aux toilettes. Ouais. Ça, souvent. Alors, c'est un peu ta signature. Oui. Ouais, mais en fait, c'est pas non plus... parce qu'on pourrait croire que je le fais exprès. Mais voilà, c'est la question un peu. Non, en fait, par exemple, quand on a fait cet enregistrement, dans le lit en rentrant de vacances, donc en 2016, c'était il y a un bail finalement. À un moment, j'ai été pissée, normal, ça a duré 3 heures en plus l'enregistrement. Et donc à l'enregistrement, j'ai trouvé, on entend que ma voix s'éloigne, que d'un coup on n'est plus dans le même espace, que je gueule pour dire. Et un truc pour mettre de l'huile d'olive, je sais pas, le fait que je porte ma voix sur cette phrase, je sais pas, ça m'a émue, je sais pas pourquoi. Et donc finalement, j'aurais fait n'importe quoi d'autre, la question se poserait pas. Si je m'étais levée pour aller faire autre chose, le problème c'est que je vais pisser, donc on se dit tiens, elle doit le faire exprès, et je vois pas en fait où est le problème. C'est vrai qu'il se trouve que c'était comme ça dans l'enregistrement et qu'à partir du moment où ça se passe vraiment dans la vie, pourquoi il y a des choses qui devraient être hors champ ? C'est vrai que là, ça dit quelque chose de l'intimité du couple. En plus, ça dit qu'on continue de se parler alors qu'on est en train de faire pipi. Donc ça, pas avec tout le monde. C'est pas avec tout le monde. C'est dans la conversation, quoi. Ouais. Puis en plus, la porte est ouverte. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. Puis je trouvais ça vachement beau. Après, c'est vrai que je l'ai forcé aussi à la mise en scène. C'est-à-dire que moi, je suis en train de m'essuyer et lui, il est en train de se gratter ou de se regarder sous la couette. Donc, on est un peu là, qu'est-ce qu'on fait avec notre sexualité ? Qu'est-ce qu'on fait avec nos organes tous les deux dans ce lit, quoi ? T'as quand même un plaisir à montrer les corps, je crois. Il y a de montrer toi, quand t'es aux toilettes, ou il y a un moment où tu soulèves la couverture, et moi j'étais morte de rire. Mais il y a un truc... C'est important de se dire, mais il est tout nu, en fait, il est quand même tout nu sous cette couette, et il n'y a rien de sexuel.
Enfin, c'est ça le couple. Et c'est pour tout le monde. une grande question qui est soulevée aussi par le fait qu'il y ait toujours l'enfant qui finalement est très présent, Ouais. très central et constamment hors champ. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne le verra pas dans l'appartement, même si on l'entend beaucoup, parce qu'il il y habite. Et même pendant le voyage en Italie, les parents en parlent et on sent que c'est à la fois qu'ils aiment l'enfant et à la fois que c'est quelque chose qui les empêche en fait. Ouais. C'est un peu à l'image de la toute dernière séquence où il croise un couple ami et le père il a ce que tu disais, un enfant qui porte sur ses épaules. Ouais. Et puis qui lui commande la tête. c'est ça, et en fait il y a un truc hyper tendre à porter son enfant, à être porté par son papa, et il y a aussi un truc où ça lui tord la tête et ça l'empêche, et ça l'encombre. Ouais. Et Bah, c'est ça la simultanéité dont je parlais tout à l'heure. Je pense que c'est tout le temps ça en fait que je mets en place dans mes films. Donc c'est pas tout et son contraire en permanence, mais c'est ça qui m'intéresse, c'est les paradoxes. Et dans Énorme, c'était ça aussi. Enfin, c'est sûr, à la fois c'est quelque chose de fabriquer un enfant, porter un enfant, donner la vie, c'est un truc de fou, quoi. Et c'est magnifique, mais c'est monstrueux. Mais tout ça en même temps, quoi. Dans La vie au ranch, le groupe, la fusion en fait dans le groupe, c'est magnifique, mais c'est aussi un monstre en fait. Ce groupe est un monstre dont il faut se dégager et en même temps c'est un film très nostalgique. Voilà, c'est toujours ce truc-là. Et du coup, dans Voyage en Italie, je me demandais comment tu avais construit la présence de l'enfant, en fait. Si tu t'étais toujours dit qu'il serait toujours hors champ, pour le garder peut-être plus tard, puisqu'il y a plusieurs tomes. Ouais. Voilà, comment tu avais construit sa présence, parce que c'est quand même hyper important. C'est ce qui fait aussi que le couple est en train de foirer, enfin qu'il y a quelque chose qu'ils veulent essayer de retrouver en Italie. Ouais. Oui. Alors, au tout début, je voulais tourner l'autre en premier. Vacances. Celui avec l'enfant. Ouais. Ok. Avec les enfants. Parce qu'il y a 2 enfants. Enfin, c'est pas hyper clair dans le film, mais je parle souvent d'une fille qui s'appelle Claudine. Donc parce que moi j'ai 2 enfants. Et donc, on a commencé le casting avec Laetitia, etc. Puis après, on s'est dit, mais on est dingue, on ne pourra jamais faire vacances avant. Enfin, c'est pas possible, en fait. Et si on avait eu l'enfant, en fait, j'aurais commencé à le filmer et j'aurais commencé à me poser cette question, comment on filme un enfant de 2 ans et demi, 3 ans? Parce que, voilà, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. J'ai vraiment envie de... Je l'ai jamais fait, en fait. Mais là, de le faire comme ça, 2 secondes, un plan sur un canapé, d'un visage... Enfin, en fait, pourquoi? Enfin, j'ai l'impression que c'est tellement énorme comme chantier. Enfin, voilà, ça va prendre la place d'un film, quoi. Ça va prendre la place d'un film. C'est tellement quelque chose pour moi, enfin les enfants, c'est tellement toute ma vie en fait. C'est tellement quelque chose l'amour que j'ai pour eux, c'est un truc à la fois qui me dévore et qui me donne de la force. Enfin, c'est toujours ce truc que ça pouvait pas être une figure, voilà. Et souvent, d'ailleurs, ils sont filmés comme des figures. Enfin, je trouve que c'est rare de voir des enfants qui sont filmés avec la même profondeur que des adultes, en fait, dans les films. Ils sont là parce qu'il y a un personnage d'enfant, et puis voilà. Puis ils parlent comme des adultes. Et puis, voilà. Donc, voilà, dans le prochain, il y aura un enfant de 2 ans et demi, une petite fille de 9 ans, et nous, de toute façon, on n'aura même pas l'espace ni de se parler, ni rien du tout. Donc ils vont prendre beaucoup de place. On sera juste crevés, quoi. L'avant-dernière séquence, je sais pas si tu parles en séquence en fait, quand tu parles de ton film. Oui. L'avant-dernière séquence où donc le couple est au lit, là tu as filmé en pellicule à ce moment-là. Et déjà, pourquoi tu voulais filmer ce moment-là en pellicule? Bah, j'avais envie de ça, j'avais envie que cette scène, il y a un soin particulier dans le découpage, une super précision.
et que ce soit tenu comme ça, et aussi dans la tension du tournage. Bon, c'est vrai que c'était une scène très longue, donc je voulais la faire en une seule fois. Je voulais pas en fait tricher, je voulais pas borgnoler, moi j'aime pas faire ça. Donc toujours le tournage qui fait un peu partie de la vie, quoi. C'est une voilà, soirée. Je voulais qu'on soit crevé, vraiment. Je voulais tourner dans l'ordre. On n'a pas fait tous les axes. Et puis, on est vraiment allé au fil de la discussion comme ça. Donc, les derniers plans, je m'endors vraiment, quoi. Enfin, on s'endort vraiment. Et dans Le Marin Masqué, c'était pareil. Hein, la scène où on se raconte des trucs, on l'a vraiment tournée à 7h du mat'. Toute l'équipe, on était 4, mais les autres, ils s'étaient couchés. On était juste Laetitia et moi avec la caméra comme ça. Et pour moi, c'était aussi important qu'il y ait quelque chose, en effet, du grain, de la matière, encore une fois, de la chaleur de cette pièce, en fait, du côté sensitif du lien, d'être dans le jus de la couette, quoi, comme ça, du couple, et d'être avec eux dans ce truc-là. Et surtout, donc parce que moi, à chaque fois, ce qui m'excite aussi quand je fais un film, c'est le parti pris formel et d'essayer des trucs. Donc là, ce qui m'intéressait, c'était le point de raccord entre les images de souvenirs et les images de raconter. Et il fallait qu'il y ait quelque chose de très différent entre les deux. Donc j'ai poussé aussi le côté vidéo, parce que c'est vrai que c'était quand même des caméras pas mal, hein, avec lesquelles on a tourné, et j'aurais pu faire une belle image, entre guillemets, j'aurais pu faire une image moins dure, qui ressemble plus à ce qu'on fait tout le temps, en fait. On prend de l'image vidéo, puis on essaye d'en faire une image 35. Donc j'aurais pu faire ça, et d'ailleurs j'aurais sans doute été prise à plus de festivals, et j'aurais eu moins de problèmes, même avec les exploitants qui disent mais c'est filmé, c'est de la merde, c'est filmé avec les pieds, c'est fait avec un iPhone ou quoi. Enfin, en fait, ça dévalorise le film parce que l'argent, il faut qu'il se voit, parce que machin, parce que... Et là, on dirait que c'est pas un film. Mais en fait, c'est quelque chose que j'ai complètement poussé à l'étalonnage. J'ai même fait cramer les blancs, j'ai même mis de l'ultra sharp partout pour qu'il y ait quelque chose d'hyper réaliste, qui contraste avec le grain du 35. Tout était en fait contrôlé. Ultra sharp, c'est la netteté, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et ça donne un côté presque en relief. Plus granuleux, plus... En fait, ouais, une autre matière, quoi. C'est fin aussi, le 35, mais le trait n'est pas le même, en fait. C'est vraiment c'est plastique, en fait. Fixe, il est... Ouais, voilà, c'est ça. Donc, c'est pas du tout la même chose. Et de donner à ces images, en tout cas quelque chose d'irréel dans l'ultra-réel, je trouvais ça vachement beau. Et au contraire, de donner aux images de l'intimité quelque chose de l'épaisseur, en fait. Voilà. Donc, il y a un peu le papier glacé et l'épaisseur, quoi. Et voilà, c'était ça que je voulais faire. La dernière séquence qui est très belle, et avec ces questions sur comment il conserve cette petite fille, comment il la maintient en vie, et ton personnage qui dit ils ont des techniques. Tu fais des techniques. Tu fais des techniques. Et comment ils ont fait pour la garder comme ça? Ils font des techniques. Et c'est une image qui à la fois a l'air, extérieure au film, mais qui explique très bien ton travail. Ouais. Et souvent dans le film, tu as ça où tu expliques vraiment ce que tu fais. Ouais. Et... j'explique, oui. C'est vrai que, en fait, que ce soit conscient ou inconscient, je parle de moi tout le temps. Et des fois, il y a des choses... par exemple, la petite fille, c'est pas quelque chose que j'avais vraiment prévu au tout début du truc. Mais quand j'ai fait la répète avec Arnaud et Marion, Arnaud, que j'avais vraiment croisé en arrivant du vrai voyage, mais il était tout seul. Donc finalement, déjà, je change le truc en disant, à la répète, j'aimerais bien que ce soit un miroir du couple et tout, donc viens avec Marion et ton enfant.
Donc eux, ils sont pas comédiens. Hein, Et donc là, je dis, montre les photos des bains de boue, parce que Marion m'avait dit, il y a des photos des bains de boue. Puis là, ils montrent les photos des bains de boue à la répète, et puis je vois cette photo. Et là, je dis, mais comment ils ont fait pour le garder comme ça? Bon, et là, elle dit, ils font des techniques. Et après, il y avait tout, hein, elle s'appelait Rosalia. Et en fait, moi, j'écoute, donc une répète, ça dure 1 à 2 heures, quoi. Comme ça, où on dit plein de trucs. Moi, j'écoute tout, et à la fin, il faut que j'ai une scène de 3 minutes, quoi. Et en fait, évidemment, quand j'ai entendu « Ah, comment ils ont fait ?» ils font des techniques. Cette phrase, voilà, d'un coup, j'ai dit « Bah oui, ils font des techniques. » Et moi, je fais des techniques, et moi, j'embaume mon passé, j'embaume la vie, j'essaye d'arrêter le temps, etc., etc. Et ça, voilà, je me le suis dit, mais je me le suis dit parce que ça m'a été offert, en fait. C'est une réactivité, une sensibilité à ce qui se passe, quoi, en fait. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Ça va ? Merci. On va prendre le son. 10 minutes, hein. Ça descend. Pour, je me rends pas compte. Pour Anvers, je sais pas si ça monte ou ça descend. Oui, bien sûr. Je suis désolée. C'est là, c'est juste ne tire pas trop fort sur la chasse d'eau, c'est le seul. Voilà.